Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la session de Dev Perso ça que nous faisons chaque jeudi 7h pour 8h. Je veux dire là, nous allons aller tendre un livre extraordinaire qui c'est un livre de David Schwartz, La magie de voir grand. Son livre qui après nous penser en grand pour capable atteindre l'objectif. Dans le livre ça, nous allons regarder ensemble un pile concept, tant que euh, comment vous pouvez tête tout, comment vous pensez positivement, comment vous fixez des objectifs et comment vous atteindre, agir avec détermination. Dans quel que soit le secteur que vous ayez, quelle que soit l'activité que vous avez fait, livre ça est vraiment, vraiment utile. C'est peut-être ça, demandez-vous, pour capable de rester un côté qui va être trop bruit, s'il le faut, mettez un écouteur pour capable bien enjoy livre ça. Partagez-le avec vos amis, partagez-le avec vos familles. Le monde connaît qui remet positive vibe pour que vous capable de venir dans des sessions de faire sur ça qui a duré 60 minutes ensemble avec nous. Merci un peu tout le monde. On nous enjoy le livre là. Bye bye. La collection Coffre à Gants vous présente La magie de voir grand de David J. Schwartz. Pourquoi devriez-vous écouter ce CD sur la magie de voir grand? Déjà plus de 25 000 CD seront produits sur le même sujet cette année. Alors pourquoi un de plus? Je ne vous connais pas. Je ne sais pas quel genre de travail vous faites, ni combien d'argent vous gagnez, mais je crois savoir deux choses importantes à votre sujet. Le fait d'abord que vous soyez en train d'écouter cet enregistrement prouve que vous êtes intéressé à progresser, à réaliser vos rêves, à jouir des bonnes choses de la vie et à tirer le maximum de ce que celle-ci a à vous offrir. Vous êtes intéressé au succès, et c'est là une qualité qui vous honore. D'ailleurs, votre intérêt prouve aussi que vous possédez une autre qualité tout aussi importante, l'intelligence d'aller chercher les outils qui sauront vous aider à atteindre votre but. Ainsi, lorsqu'on veut construire quelque chose, que ce soit une automobile, un pont ou des missiles, il faut, pour ce faire, des outils. Or, la plupart des gens oublient qu'il existe aussi des outils pour les aider dans leur quête d'une vie meilleure. Mais vous n'avez pas oublié ce fait. Vous possédez donc les deux qualités fondamentales qui vous sont nécessaires pour bénéficier des conseils qui vous seront prodigués dans cet enregistrement. Vous voulez réussir et vous avez eu l'intelligence de choisir l'outil qui vous permettra de réaliser votre rêve. Voyez grand, et vous vivrez dans la prospérité. Vous aurez une vie heureuse, accomplie et prospère. Vous aurez aussi beaucoup d'amis. Le succès signifie la prospérité personnelle, une belle maison, des vacances, des voyages, de nouvelles acquisitions et la sécurité financière. Le succès vous permet d'offrir un maximum d'avantages à vos enfants. Il vous octroie l'admiration d'autrui, le leadership, le respect des gens de votre milieu de travail et de ceux qui font partie de votre vie sociale. Le succès signifie aussi la liberté. C'est être libéré des soucis, de la peur, des frustrations et de l'échec. Plus important encore, le succès assure à celui qui en est couronné le respect de soi. Il permet d'atteindre à un bonheur authentique et à une plus grande satisfaction dans la vie, du fait que nous pouvons en faire plus pour ceux qui comptent sur nous.
signifie vaincre? Le succès ou la réalisation de soi, voilà le but de la vie sur cette terre. Tout être humain veut connaître le succès, admettons-le d'emblée. Chacun de nous veut retirer le maximum de ce que la vie a à nous offrir. Il ne m'a jamais été donné de rencontrer qui que ce soit qui fût heureux de patauger dans la fange de la médiocrité. De fait, personne n'aime sentir qu'il appartient à une classe inférieure et qu'il soit forcé d'y rester. La part du gâteau. À ce stade de notre propos, j'aimerais que vous visualisiez un gâteau coupé en 5 parties égales. Ce gâteau représente toutes les bonnes choses de la vie: l'argent, le bonheur, le succès, la réalisation de soi et l'amour. Il constitue la somme de toutes les bonnes choses de la vie. Maintenant, imaginez 5 personnes ayant à peu près la même expérience de vie, assises autour d'une table pour manger ce gâteau. Pour les besoins de notre exemple, nous allons diviser ce gâteau pour ces 5 personnes, comme nous l'avons fait pour les bonnes choses de la vie. Voici ce qui arrivera. Écoutez bien. 4 de ces 5 personnes devront se contenter de partager entre elles un seul des 5 morceaux de ce gâteau. La 5e personne, qui représente la personne sur 5 qui réussit, aura 4 morceaux à elle seule. Vous vous rendez compte? 4 morceaux de ce qui constitue toutes les bonnes choses de la vie reviennent à une seule personne, alors qu'un seul morceau doit être divisé en 4 pour les 4 autres personnes. Cela constitue une loi, une des lois les plus étonnantes qui gouvernent notre société. Je l'appelle la loi des 80/20. En effet, 80% de tout ce qui est bon dans ce monde appartient, est accompli ou est apprécié par seulement 20% ou moins des gens. Et l'on peut vérifier la véracité de cette loi dans n'importe quel domaine. Ainsi, 80% de la richesse des États-Unis, par exemple, appartient à seulement 20% ou moins de sa population. 80% des actions et des obligations appartiennent à 20% ou moins des Américains. Et dans de nombreuses entreprises, 80% des ventes sont faites par seulement 20% ou même moins des représentants. Pourquoi? Pourquoi cette loi existe-t-elle? Qu'est-ce qui explique qu'une personne sur 5 puisse jouir d'autant de succès que 4 personnes réunies? J'ai consacré presque toute ma vie à tenter de trouver la réponse à cette question. Or, j'ai trouvé cette réponse et j'aimerais la partager avec vous. Depuis nombre d'années déjà, j'étudie professionnellement les gens et leur façon de penser. Et le premier indice véritable qui m'a mis sur la piste de cette loi des 80/20 m'est apparu lors d'une réunion de représentants à Chicago, à laquelle j'assistais il y a plus de 10 ans de cela. Le vice-président, chargé du marketing pour cette entreprise, un homme extrêmement dynamique, désirait faire comprendre un certain point de vue à son auditoire. À côté de lui, sur le podium, se tenait le meilleur vendeur de la compagnie. C'était un homme d'allure bien ordinaire et qui avait gagné l'année précédente un peu plus de 30 000 $. Or, ce qu'il nous faut savoir, c'est que le revenu moyen des autres vendeurs était de 6 000 $. Le vice-président voulait donc lancer un défi au groupe. Voici ce qu'il leur dit. « J'aimerais que vous regardiez bien Jean-Luc. Regardez-le. Maintenant, essayez de me dire ce que Jean-Luc possède que vous n'avez pas. Il a gagné en moyenne 5 fois plus d'argent que vous. Est-il 5 fois plus intelligent?
Pas si on se reporte au test que l'on fait passer au personnel. Je sais, j'ai vérifié. Les tests indiquent qu'il est d'intelligence moyenne. Est-ce à dire qu'il a travaillé 5 fois plus que vous alors? D'après les rapports, il me semble qu'il n'ait pas travaillé plus fort, mais plutôt moins fort que la plupart d'entre vous. Eh bien, est-ce qu'il avait un meilleur territoire alors? Et une fois de plus, le vice-président leur dit que non. Les rapports démontraient que les territoires avaient tous le même potentiel. Jean-Luc était-il plus instruit ou alors jouissait-il d'une meilleure santé que ses collègues? Eh bien non. Jean-Luc était un gars comme les autres. La différence, expliqua le vice-président, la différence entre Jean-Luc et vous, c'est qu'il voit 5 fois plus grand que vous. Et le vice-président poursuivit son allocution en tentant de démontrer que le succès n'est pas déterminé par notre quotient intellectuel, mais plutôt par l'ampleur de nos pensées. Voilà qui constituait un concept des plus intrigants et qui me fit beaucoup réfléchir. De fait, plus j'observais les gens, plus je leur parlais, plus je cherchais à connaître ce qui constituait la base même du succès, et plus la réponse me paraissait évidente. Chaque cas que j'observais me prouvait que la grosseur du compte en banque, de même que le degré de bonheur et de satisfaction que connaît une personne, sont directement proportionnels à l'ampleur des pensées développées par cette personne. Il y a de la magie dans le fait de voir grand. Maintenant, vous me poserez peut-être la question, à savoir si le fait de voir grand permet d'accomplir tant de choses. Comment se fait-il que ce ne soit pas tout le monde qui pense de cette façon? Nombre de gens m'ont posé cette même question, et je crois avoir trouvé la réponse. Nous sommes tous, et parfois beaucoup plus que nous ne sommes prêts à l'admettre, le produit des pensées qui circulent dans notre environnement. Or, ces pensées s'avèrent souvent limitées, dépourvues qu'elles sont de quelque envergure que ce soit. Nous subissons constamment les influences de notre milieu qui tentent de nous écraser afin de nous garder sur une voie de garage. C'est ainsi qu'on nous dira qu'il y a trop de chefs et pas assez d'Indiens, qu'il n'y a donc plus de place pour d'autres chefs et que l'on devrait dès lors se contenter d'être un Indien. Mais c'est là une fausse croyance qui ne reflète en rien la réalité. En effet, si vous posez la question à divers leaders de votre communauté, et ce, à quelque échelon que ce soit, ils vous répondront la même chose qu'à moi. Le problème, c'est qu'il y a trop d'Indiens et pas suffisamment de chefs. Et la mauvaise influence de notre environnement ne s'arrête pas là. On essaye à tort de nous faire croire que ce qui doit advenir adviendra, que le contrôle de notre destinée nous échappe, que le sort en est jeté. On nous enjoint donc d'oublier nos rêves, d'oublier la meilleure école pour nos enfants, de renoncer aux bonnes choses de la vie. Résignez-vous, nous dit-on. Renoncez et laissez-vous emporter par le vent. Qui d'entre nous n'a pas entendu cet argument fallacieux qui veut que le succès ne vaut pas le prix qu'il nous faut payer pour l'atteindre? Comme si la réussite exigeait que vous vendiez votre âme, votre vie familiale, votre conscience et vos valeurs afin d'atteindre le sommet. En vérité, le succès n'a pas de prix. Chaque pas que nous faisons en avant nous rapportant automatiquement des dividendes. Notre milieu tente aussi de nous laisser croire qu'il y a trop de compétition pour les places de choix dans la vie. Mais est-ce bien vrai? Un de mes amis qui est conseiller d'orientation professionnelle me dit qu'il reçoit 200 fois plus de postulants pour un emploi qui paye 5 000 $ par année que pour un emploi qui en paye 25 000. C'est dire qu'il y a au moins 50 fois plus de concurrence pour un emploi de second ordre qu'il n'y en a pour un emploi de première classe. Or, il faut nous engager dans l'avenue de première classe. Voilà le chemin qu'il nous faut suivre, car d'innombrables postes n'attendent que d'être remplis par des gens comme vous, qui n'ont pas peur de voir grand.
Voyez si vous pouvez envisager la question sous un autre angle, en imaginant que votre esprit est une usine de fabrication de pensée. C'est une usine très active, qui produit d'innombrables pensées en une seule journée. 2 hommes supervisent la production de vos pensées. L'un que nous nommerons Monsieur Triomphe et l'autre que nous appellerons Monsieur Défaite. Monsieur Triomphe s'occupe de la fabrication de pensées positives et se spécialise donc dans la production des raisons qui vous permettent de croire que vous êtes capable, qualifié et que vous réussirez. Monsieur Défaite, pour sa part, produit des pensées négatives. Il est passé maître dans l'art de vous énumérer toutes les raisons pour lesquelles vous échouerez. Or, ce qu'il vous faut savoir, c'est que Monsieur Triomphe et Monsieur Défaite sont tous deux très obéissants. Ils se mettent au garde à vous immédiatement, dès lors que vous leur en donnez l'ordre. Vous n'avez en effet qu'à faire un signe à l'un ou l'autre de ces aides de camp, car ils sont à vos ordres mentalement. Si votre signal est positif, Monsieur Triomphe s'avancera et se mettra au travail. Et il en ira de même de Monsieur Défaite, qui se mettra à l'œuvre en fonction du signal négatif que vous lui aurez envoyé. Afin de vous aider à bien saisir l'importance des rôles que jouent ces 2 aides de camp, je vous demanderai de bien vouloir vous prêter à l'exercice qui suit, en vous disant qu'aujourd'hui, rien ne marchera. À ce signal, Monsieur Défaite entrera immédiatement en action et se mettra alors à fabriquer des faits qui viendront infailliblement appuyer vos raisons de penser ainsi. Il vous suggérera qu'il fait trop chaud ou trop froid, ou que ça ne va pas bien au travail, que le volume des ventes est à la baisse, que les personnes de votre entourage auront les nerfs à fleur de peau, que vous tomberez malade, que votre conjoint ou conjointe sera de mauvaise humeur, etc. Et sachez que Monsieur Défaite est très efficace. En quelques minutes seulement, il aura en effet réussi à vous convaincre que vous connaîtrez une mauvaise journée. Et ce, sans même vous en apercevoir, la journée aura tourné au pire. Et maintenant, dites-vous que la journée qui vous attend sera merveilleuse. Monsieur Triomphe, ayant capté ce signal, il se mettra immédiatement à l'œuvre et vous dira que c'est une journée fantastique, qu'il fait beau, que la vie est belle, que tout ira bien, qu'aujourd'hui, vous pourrez mettre vos dossiers à jour. Et voilà que vous avez effectivement passé une excellente journée. De même, Monsieur Défaite saura toujours vous indiquer exactement pourquoi vous ne devez rien vendre à Monsieur Bibeau, tandis que Monsieur Triomphe, de son côté, vous démontrera pourquoi vous pouvez vendre n'importe quoi à ce dernier. Monsieur Défaite vous convaincra que vous ne pouvez qu'échouer, alors que Monsieur Triomphe vous démontrera pourquoi vous réussirez. Monsieur Défaite vous préparera une liste de brillants arguments afin de vous démontrer tout ce que vous devriez désapprouver chez Robert. Monsieur Triomphe vous démontrera toutes les raisons pour lesquelles vous devriez, au contraire, apprécier Robert. Comprenez aussi que plus vous confierez de tâches à l'un ou l'autre de ses superviseurs, plus il aura de pouvoir. Si vous faites travailler Monsieur Défaite plus souvent, son influence sera directement proportionnelle à la place que vous lui permettrez d'occuper dans votre esprit. Éventuellement, il en viendra à superviser toute l'usine de vos pensées, qui seront alors toutes négatives. La seule solution qui s'offre dès lors à vous est celle de mettre Monsieur Défaite à la porte. Vous n'avez pas besoin de lui ou de ses conseils négatifs. Monsieur Défaite ne vous aidera jamais à vous rendre là où vous désirez vous rendre. Mettez-le à la porte. Servez-vous plutôt de Monsieur Triomphe en tout temps. Ainsi, chaque fois qu'il vous vient une idée, demandez à Monsieur Triomphe de se mettre au travail pour vous. Il saura très bien vous démontrer pourquoi votre idée a toutes les chances de réussir. Ceci dit, si vous vous donnez la peine d'examiner attentivement la nature humaine, vous verrez que les gens qui ne réussissent pas dans la vie souffrent d'une maladie qui déforme leurs pensées. Maladie que nous appellerons ici l'excusite.
Chez la personne dont la vie est un échec, cette maladie se retrouve à un stade avancé. Mais l'homme ordinaire souffre souvent d'une forme bénigne d'excusite. L'excusite explique la différence qui existe entre la personne qui réalise des choses dans sa vie et celle qui a peine à se tenir à flot. En effet, plus une personne réussit dans la vie, moins elle est portée à se chercher des excuses. La personne qui ne va nulle part et qui ne projette même pas de faire quoi que ce soit, cette personne traîne toujours avec elle un sac rempli d'excuses. Les personnes qui n'ont que de piètres réalisations à leur actif ont toujours des raisons pour expliquer pourquoi elles n'ont pu faire ceci ou cela, pourquoi elles ne peuvent pas, ne veulent pas, ne font pas ce qu'elles devraient faire. Mais voyons maintenant les biographes de personnes couronnées de succès. À la lumière de ces écrits, force nous est de conclure que ces personnes auraient facilement pu user des mêmes excuses dont se servent les gens médiocres. Mais tel n'est pas le cas. De fait, il ne m'a jamais été donné de rencontrer ou même d'entendre parler d'un homme d'affaires réputé, d'un officier militaire, d'un vendeur, d'un professionnel, ou même d'un leader dans quelque domaine que ce soit, qui fut capable de se trouver une ou plusieurs excuses pour se disculper de sa tâche à accomplir. Roosevelt aurait pu se servir de l'excuse qu'il ne pouvait pas marcher pour ne rien accomplir. Il aurait très bien pu se dire « Comment pourrais-je être président des États-Unis alors que je ne peux même pas marcher ?» Quant au président Truman, il aurait pu s'excuser en disant « Je n'ai jamais fait d'études universitaires, je ne peux pas être président. » Monsieur Eisenhower, pour sa part, aurait pu dire « Vous savez, j'ai le cœur malade, et je ne suis, après tout, qu'un vieux soldat. Comment saurais-je diriger un pays ?» John Kennedy aurait pu dire « Je suis trop jeune pour devenir président. » Monsieur Johnson aussi aurait pu se trouver toutes sortes de raisons pour lesquelles il n'aurait pu être président. Ce qu'il importe de retenir de tout cela, c'est que ces hommes ne se sont jamais demandé pourquoi ils ne pouvaient pas réussir. Ils décidèrent plutôt de se concentrer sur les raisons pour lesquelles ils pouvaient réussir. Sachez que l'excusite s'aggrave si elle n'est pas soignée. La victime de cette maladie mentale entretient des pensées dont le processus se déroule comme suit. Elle se dit d'abord « Je ne réussis pas aussi bien que je le devrais. Quelle excuse pourrais-je bien invoquer afin de sauver la face? Voyons voir. Peut-être pourrais-je jeter le blâme sur le fait que ma santé laisse à désirer, ou que je ne suis pas assez instruit, que je suis trop vieux, trop jeune, trop malchanceux, ou encore que j'ai des problèmes personnels, ou des problèmes avec mon conjoint, ma conjointe. Ou peut-être est-ce à cause de la façon dont j'ai été éduqué. Et dès lors que la victime de cette maladie de l'échec se trouve une bonne excuse, elle n'en démord plus et se sert alors de cette excuse pour expliquer à qui veut bien l'entendre, et ce, tant à elle-même qu'à autrui, son absence de progrès. Or, chaque fois que notre victime invoque cette excuse, cette dernière s'enlise de plus en plus profondément dans son subconscient, en raison même de ce que les pensées, qu'elles soient positives ou négatives, se renforcent lorsqu'elles sont alimentées par une répétition constante. C'est une loi. Bien sûr, au début, cette personne sait très bien que son alibi n'est ni plus ni moins qu'un mensonge, mais plus elle le répète, plus elle se convainc que c'est la vérité et que son alibi constitue la véritable raison de son absence de succès. La première étape de votre programme personnel d'édification du succès consiste donc à vous faire vacciner contre l'excusite, cette maladie de l'échec. L'excusite revêt plusieurs formes, mais le type le plus fréquent est probablement celui de la personne qui invoque son manque d'intelligence. L'excusite d'intelligence qui fait croire à ceux qui en sont affligés qu'ils n'ont pas de cervelle est très commune. En fait, elle est à ce point fréquente qu'environ 95% des gens qui nous entourent en sont affligés, à un degré ou un autre. Et contrairement à la plupart des autres types d'excusites, cette forme particulière de la maladie
fait souffrir ses victimes en silence. En effet, rares sont ceux qui oseront admettre publiquement qu'ils ne croient pas avoir l'intelligence requise pour réussir. Ils ont tout simplement le profond sentiment d'être tout à fait inintelligents. Maintenant, écoutez bien ce qui suit. La plupart d'entre nous commettons deux erreurs fondamentales en ce qui a trait à l'intelligence. D'une part, nous sous-estimons grandement les capacités de notre cerveau et surestimons d'autre part beaucoup trop les capacités du cerveau d'autrui. Or, ce qu'il vous faut savoir, c'est que ce n'est pas tant votre degré d'intelligence qui compte que l'utilisation que vous faites de celle-ci. En d'autres termes, votre façon de penser est beaucoup plus importante que la capacité de votre cerveau. Je tiens à répéter cette affirmation car elle est d'une importance capitale. Votre façon de penser est plus importante que votre degré d'intelligence, quel que soit ce dernier. Le physicien Edward Teller. On interrogeait un jour le docteur Edward Teller, l'un des plus grands physiciens connus, sur la nécessité d'une formation scientifique chez les enfants. À cela, le docteur Teller répondit « Un enfant n'a pas besoin de penser à la vitesse de l'éclair pour devenir un scientifique, ni d'avoir une mémoire phénoménale. Il n'est pas même nécessaire qu'il obtienne des notes exceptionnelles à l'école. Ce qui compte, c'est que l'enfant ait un intérêt marqué pour la science. En d'autres termes, c'est l'intérêt, ou l'enthousiasme si vous préférez, que démontre une personne pour un domaine donné qui fait qu'elle réussira en sciences comme ailleurs. Lorsqu'une personne a une attitude positive, optimiste et coopérante, même si son quotient intellectuel n'est que de 100, elle peut se faire plus d'argent et se mériter plus de respect et de succès que la personne dont le quotient intellectuel est de 120, mais qui se montre négative, pessimiste et peu coopérante. La peur des responsabilités. Pendant de nombreuses années, j'ai été très proche d'un homme qu'on qualifiait de génie. Et cet homme était en effet doué d'une facilité incomparable pour ce qui était de la pensée abstraite. Et pourtant, il avait un travail médiocre. C'est que, voyez-vous, il avait peur des responsabilités. Ainsi, il ne s'est jamais marié parce que, disait-il, nombre d'unions se terminent par un divorce. Il avait très peu d'amis, les gens l'ennuyant mortellement. Il n'a jamais investi d'argent dans l'immobilier ou à la bourse parce qu'après tout, le marché pouvait très bien s'effondrer. Voilà donc un homme qui s'est servi de son puissant cerveau pour prouver que rien ne pourrait jamais fonctionner, alors même qu'il aurait pu très bien inverser sa façon de penser et chercher des moyens de réussir. Et à cause des pensées négatives qui remplissaient ce grand réservoir qu'était son cerveau, cet homme a contribué très peu à la société et n'a jamais fait preuve d'aucune créativité. Voilà qui devrait vous convaincre de vous guérir définitivement de l'excusite, à l'effet que vous avez une cervelle d'oiseau. Voici d'ailleurs 3 façons d'y parvenir. Premièrement, ne sous-estimez jamais votre intelligence et ne surestimez jamais l'intelligence d'autrui. Ne vous dépréciez pas, concentrez-vous sur vos atouts, découvrez vos dons. Deuxièmement, répétez-vous plusieurs fois par jour. Mon attitude compte plus que mon intelligence. Au travail, comme à la maison, exercez-vous à faire preuve d'une attitude positive.
Essayez de trouver les raisons pour lesquelles vous pouvez réussir et non pourquoi vous ne pourriez pas. Développez une attitude de champion. Utilisez votre intelligence de façon positive et créative et employez-vous à trouver des façons de gagner et non de perdre. Troisièmement, souvenez-vous que la capacité de penser est une valeur beaucoup plus importante que la capacité de mémoriser des faits. Voyez à utiliser votre esprit à des fins créatives et constructives. Trouvez de nouvelles idées, des façons innovatrices de faire les choses. Et posez-vous souvent cette question-ci. Est-ce que j'utilise mes capacités mentales afin de me tailler une place dans le monde ou est-ce que je m'en sers simplement pour survivre dans un monde que d'autres ont bâti? Peut-être n'y avez-vous jamais songé. Mais quand on parle de succès, on ne peut mesurer les gens en mètres et en kilos ou encore d'après le nombre de leurs diplômes ou leur historique familial. Lorsqu'il s'agit de succès, les gens sont jugés à la grandeur de leurs pensées, car c'est la grandeur de nos pensées qui détermine la grandeur de nos réalisations. Cela dit, voyons maintenant comment nous pouvons élargir nos pensées. Vous êtes-vous jamais demandé quelle est votre plus grande faiblesse? Eh bien, je suis d'avis pour ma part que la plus grande faiblesse humaine relève de la dépréciation de soi. On peut reconnaître les gens qui se dénigrent à plusieurs symptômes. La personne, par exemple, qui voit une offre d'emploi dans le journal et qui se dit que c'est exactement là ce qu'elle aimerait faire, mais qui pense en même temps « Bof, à quoi bon essayer? Je suis incapable de faire un tel travail. » Il y a aussi le jeune homme s'intéressant beaucoup à une certaine jeune fille, mais qui n'ose même pas lui téléphoner parce qu'il ne croit pas être à la hauteur. Oui, nombre de gens se sentent inadéquats. Et c'est sans doute là leur plus grand crime. Depuis des siècles qu'on nous sert cet excellent conseil. Connais-toi toi-même. Et pourtant il semble que la plupart des gens interprètent ce conseil comme s'il signifiait « ne connais que les aspects négatifs de ta personne ». Souvent, lorsqu'on s'évalue, on ne fait que dresser une liste tout à fait imaginaire de ses défauts et de ses faiblesses. Quelle perte de temps! C'est bien de reconnaître ainsi nos faiblesses, surtout lorsque celles-ci nous permettent de voir que nous pouvons nous améliorer. Mais si nous ne reconnaissons que nos mauvais côtés, nous faisons fausse route, car nous sous-estimons notre valeur. Mais voici un exercice qui saura vous aider à mesurer votre véritable valeur. Je l'ai utilisé lors de programmes de formation de cadres exécutifs et de représentants à travers tout le pays. Je sais qu'il donne des résultats. Premièrement, vous devez déterminer vos 5 points forts. Invitez quelques amis objectifs à vous aider. Peut-être votre conjoint ou conjointe ou votre supérieur, un professeur ou une personne intelligente qui saura vous donner une opinion honnête. Certains des atouts qu'on mentionne le plus souvent sont l'instruction, l'expérience, les connaissances techniques, l'apparence, une vie familiale bien équilibrée, l'attitude, la personnalité, l'esprit d'initiative, etc. Deuxièmement, inscrivez sous chacune de ces qualités les noms de 3 personnes que vous connaissez qui ont réussi dans la vie, mais qui ne possèdent pas cette qualité particulière à un degré aussi prononcé que le vôtre. Lorsque vous aurez terminé cet exercice, vous vous rendrez compte que vous surpassez, au moins dans une catégorie, bien des gens qui ont réussi, et qu'il n'est donc qu'une seule conclusion honnête à laquelle vous puissiez arriver, vous êtes meilleur que vous ne le croyez. Alors, pourquoi ne pas commencer à voir aussi grand que vous l'êtes? Pensez aussi grand que vous l'êtes vraiment. Surtout, ne vous dépréciez jamais. Comment faire pour toujours voir grand? Voyons maintenant certaines des choses que nous pouvons faire afin de toujours voir grand. J'aimerais vous parler plus spécifiquement ici de la façon d'enrichir votre vocabulaire de personnes qui voient grand.
Voici d'ailleurs 4 façons de procéder. Premièrement, voyez toujours à utiliser des phrases et des mots qui soient positifs, vibrants et pleins d'entrain pour décrire la façon dont vous vous sentez. Si, par exemple, lorsqu'on vous demande comment ça va, vous avez tendance à répondre « je suis fatigué, j'ai mal à la tête, j'aimerais qu'on soit déjà samedi » ou alors « je ne me sens pas très bien », alors exercez-vous plutôt à faire ce qui suit. Une chose qui peut vous sembler très simple, mais qui a un pouvoir énorme. À l'avenir, chaque fois qu'on vous demandera comment vous allez, répondez alors en ces termes. « Bien, merci, et vous ?» ou « Très bien, merveilleusement bien ». Dites que vous vous sentez en pleine forme, aussi souvent que vous le pouvez, et vous verrez que vous vous sentirez vraiment bien et grandi. En d'autres termes, vous devez vous faire connaître comme étant une personne qui est toujours en pleine forme. Vous serez surpris de voir le nombre d'amis que cette attitude vous attirera. Deuxièmement, faites-vous un devoir d'utiliser des mots positifs, constructifs et agréables dans votre description d'autrui. Ne ratez jamais l'occasion de dire un bon mot à l'endroit de vos amis et de vos associés. Si une tierce personne fait l'objet d'une de vos conversations, n'oubliez jamais d'en faire l'éloge en utilisant des mots ou des phrases comme « c'est une très bonne personne »,« on me dit qu'il fait un excellent travail ». Gardez-vous de tenir des propos mesquins et dégradants qui ne feraient que rabaisser l'autre, car la personne concernée finit toujours par savoir ce qu'on raconte à son sujet et cela peut se retourner contre vous. Troisièmement, que vos propos soient toujours positifs afin d'encourager les autres. Complimentez-les chaque fois que vous le pouvez, car tous ceux que vous connaissez aiment les éloges. Ayez un mot gentil pour votre conjoint ou votre conjointe tous les jours. Complimentez aussi vos collègues. Sachez qu'un compliment sincère constitue un véritable outil de succès. Usez-en avec largesse, encore et encore. Complimentez les gens sur leur apparence, leur travail, leur réalisation et leur famille. Rappelez-vous que la plupart des gens souffrent d'un ego sous-alimenté. Voyez à satisfaire leur appétit en ce sens. Quatrièmement, utilisez aussi des mots positifs pour décrire vos projets. Lorsqu'on dit à quelqu'un « j'ai de bonnes nouvelles », c'est l'occasion que nous attendions. Son esprit s'éveille. Mais si on lui dit « que nous le voulions ou non, nous avons un travail à faire », alors son esprit imagine quelque chose d'ennuyeux, de fastidieux, et il réagit en conséquence. Promettez-lui une victoire et voyez ses yeux briller. Promettez-lui la victoire et gagnez-vous son appui. Soyez un bâtisseur et non un fossoyeur. La plupart des gens aimeraient bien pouvoir parler en public. Or, c'est là un désir qu'ils ne réalisent jamais car ils font en général de bien piètres orateurs. Et la raison en est fort simple. La plupart se concentrent sur un insignifiant détail technique de l'art oratoire alors qu'ils devraient de toute évidence se préoccuper des choses importantes. De fait, lorsqu'ils se préparent à prononcer une allocution, la plupart des gens se donnent une foule d'instructions mentales du genre « je dois me tenir bien droit »,« je ne dois pas trop bouger ou gesticuler »,« le public ne doit pas voir que je me sers de mes notes et je dois faire attention à ne pas faire de faute de grammaire »,« je dois m'assurer que ma cravate est bien nouée »,« je dois parler fort mais pas trop », et ainsi de suite. Et que croyez-vous qu'il se passe lorsque le conférencier se lève pour prendre la parole ? Il a une peur bleue parce qu'il a une longue liste de choses à ne pas faire. Et il est tout confus, occupé qu'il est à se demander s'il ne vient pas de commettre une quelconque erreur. Bref, il échoue lamentablement parce qu'il met trop d'emphase sur de menus détails sans importance et oublie de se concentrer sur ce qui fait qu'un orateur est vraiment bon, c'est-à-dire savoir de quoi on parle et brûler du désir de communiquer son savoir à autrui. Le réel défi d'un orateur n'est pas de se tenir droit ou d'éviter de faire des fautes de grammaire, mais plutôt d'ancrer dans l'esprit du public les points importants qu'il veut faire passer. Tous les conférenciers renommés ont un point en commun. Ils ont quelque chose d'important à dire et l'ardent désir de le communiquer aux autres. Et maintenant, voyons ensemble une qualité qui vous est essentielle dans votre cheminement vers un succès toujours grandissant. La confiance en soi.
Règles pour penser et agir avec plus de confiance. Voici certaines règles que vous pourrez suivre afin de penser et d'agir avec plus de confiance. Les psychologues nous disent qu'il nous faut toujours agir en fonction de la façon dont nous voulons nous sentir. La première règle à suivre, donc, est celle-ci. Asseyez-vous toujours dans les premiers rangs. Avez-vous jamais remarqué, lors de réunions à l'église, à l'école ou ailleurs, à quelle vitesse les places du fond se remplissent? En effet, la plupart des gens se précipitent à l'arrière dès leur arrivée, dans l'espoir de passer inaperçus. Et s'ils ont peur de se faire remarquer, c'est qu'ils n'ont pas assez confiance en eux. Or, s'asseoir à l'avant donne justement confiance. Alors, pourquoi ne mettriez-vous pas cette règle en pratique? Faites-vous un point d'honneur désormais de vous asseoir toujours aussi près de l'avant que vous le pourrez. Certes, vous attirerez les regards, mais rappelez-vous que le succès n'a rien de modeste. Deuxième règle, exercez-vous à établir un contact visuel avec autrui. On peut habituellement savoir ce que les gens ressentent en les regardant dans les yeux. C'est bien instinctivement que nous nous posons des questions lorsqu'une personne ne nous regarde pas droit dans les yeux. Essaye-t-il de me cacher quelque chose? De quoi a-t-il peur? Me réserve-t-il un coup bas? Habituellement, lorsque quelqu'un évite votre regard, cela signifie « Je me sens bien petit à côté de vous. Je me sens inférieur à vous. J'ai peur de vous. » Cela peut aussi vouloir dire « Je me sens coupable. J'ai fait quelque chose ou j'ai pensé quelque chose que je veux vous cacher. J'ai peur qu'en vous regardant droit dans les yeux, vous ne deviniez le fond de ma pensée. » Lorsqu'on fuit le regard de son interlocuteur, on avoue sa crainte et son manque de confiance. Combattez cette peur en faisant l'effort de braver le regard de l'autre. Lorsqu'on regarde quelqu'un dans les yeux, cela signifie « Je suis honnête et sans reproche. Je crois en ce que je dis. Je n'ai pas peur et je suis confiant. » Alors, faites travailler vos yeux pour vous. Visez le regard des autres. Non seulement aurez-vous plus de confiance en vous, mais vous gagnerez la confiance d'autrui. Troisième règle. Accélérez le pas. Eh bien oui, marchez plus vite. Il y a bien longtemps, lorsque j'étais tout jeune, j'allais souvent à la fête du comté avec ma mère. Les emplettes terminées, nous retournions à la voiture et ma mère me proposait souvent « David, pourquoi ne nous assoirions-nous pas un moment pour regarder passer les gens ?» Ma mère savait vraiment inventer des jeux les plus intéressants. Elle me disait alors « Tu vois celui-là? Qu'est-ce qui peut bien le troubler, à ton avis? Ou que crois-tu que va faire cette femme? Ou regarde cette personne, elle a l'air complètement perdue. » Eh bien, regarder les gens aller et venir devint pour moi un jeu très amusant. C'était beaucoup moins dispendieux que d'aller au cinéma, et c'est la raison pour laquelle ma mère avait inventé ce jeu d'ailleurs, beaucoup plus éducatif. Encore aujourd'hui, je me prends souvent à regarder passer les gens, que ce soit dans les corridors, les salles, sur les trottoirs, je regarde encore et toujours déambuler les gens. De fait, j'ai étudié le comportement humain à partir de la façon dont se déplacent les gens. Les psychologues associent une mauvaise posture et une démarche engourdie aux attitudes malsaines qu'une personne a vis-à-vis d'elle-même, de son travail et de son entourage. Mais les psychologues nous disent aussi que nous pouvons changer nos attitudes en changeant notre posture et la vitesse de nos mouvements. Observez et vous découvrirez que toute action physique résulte d'une action mentale. La personne résignée et déprimée se déplace toujours de façon léthargique. Voilà une personne qui n'a aucune confiance en elle-même. La personne ordinaire, pour sa part, a une démarche des plus ordinaires qui nous révèle en fait qu'elle est très peu fière d'elle-même. Enfin, il y a ceux qui, manifestement, ont une extraordinaire confiance en eux-mêmes. Leur démarche est plus rapide que celle de la moyenne des gens, et leur foulée précise et élastique nous porte à penser que ces personnes se rendent en un lieu important pour brasser d'importantes affaires et qu'elles reviendront tout au plus dans un quart d'heure après un succès retentissant. Pourquoi ne pas essayer vous-même cette technique et accélérer le pas?
Rejetez les épaules en arrière, levez le menton et allez de l'avant d'un pas un peu plus rapide. Sentez-vous confiant. Voici maintenant la quatrième règle, et elle est très importante. Exercez-vous à exprimer votre opinion. Ayant eu le loisir de travailler avec plusieurs groupes, grands et petits, il m'a été donné d'observer bien des gens très perspicaces et doués d'une grande intelligence, qui, tout à coup, figeaient sur place, incapables de participer à la discussion en cours. Bonsoir à tous et merci pour votre participation à cette session spéciale autour du livre très, très inspirant, La magie de voir grand. Il est 7h50. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre écoute attentive et votre participation active tout au long de cette session. Votre intérêt pour le développement personnel est une véritable source d'inspiration. Nous arrivons enfin, écoute-là pour aujourd'hui, mais l'aventure ne s'arrête pas là. Si que nous voulons entendre le livre là, et voyez un message pour nous sur WhatsApp, côté que vous te joignez le lien, ça pour participer, comme ça, encore bien lien, pour capable d'entendre la version complètement, et puis tout, pour capable finir dans enseignement. Comme nous l'avons découvert ensemble, ce livre nous encourage à repousser nos limites, à croire en nos rêves les plus audacieux et à oser voir grand dans tous les domaines de notre vie. Il nous rappelle que nous avons le pouvoir de créer notre propre réalité et d'accomplir des choses extraordinaires. Maintenant, moi, j'ai aimé un petit dialogue tout petit, ok, pour que je sois capable d'entendre impressionnant, ok, je voulais parler, après capable d'écrire ça dans chaque plan et puis que nous capable de parler. Vous allez nous dire quels sont les enseignements de ce livre qui ont particulièrement résonné en vous. Comment envisagez-vous d'appliquer ces principes dans votre vie de tous les jours? Peut-être avez-vous déjà exprimé cette magie de voir grand dans votre parcours. OK? On va mettre quelque chose dans le chat là pour que l'effet 52 n'a pas fait ça pendant 3 minutes. Je vais mettre les questions dans le chat. Les questions sont dans le chat. Bon. OK. Bonjour, bonsoir, bouche à bouche. Thomas. Você me dit que va faire les autres. Bon, là, Biden. OK, avec nous, avec regardé ça ensemble. Les amis, session AP enregistrée. On devrait dire ça. Session AP enregistrée. Ça veut dire que, là, que le monde a dit la parole, ou bien là, que le monde a écrit, changer que session AP enregistrée. Gagné, qui m'a dit la parole, c'est Elisson Jérôme. C'est Elisson Jérôme qui m'a dit la parole. En albaï, Elisson parler. OK, on va voir Elisson parler. Elisson, au capable de parler. Allô, Elisson? Elisson, bonsoir. Il semble que. Allô, Oui, Elisson? bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez, hein. Alors, je ne vais pas demander la parole, non. C'est, moi, je cliqué pour me dire voyer un bravo et puis mal tombé sur le message. D'accord, merci beaucoup, Merci. Elisson. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre monde qui nous dit, qui voulait intervenir? Oui, il y a plusieurs monde qui le veulent, et nous finissons avec Elisson, on appelle pour Job Claudisson. Job Claudisson? Ok, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, j'ai possédé ce livre à la maison, alors il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans, et j'ai acheté ce livre et près de l'hôpital général. Alors, c'est un livre vraiment grand qui a beaucoup de sujets et qui a beaucoup des idées grandes. Alors, et j'ai saisi que ce soir, c'est sur ce sujet
que le monsieur vient de débattre. Alors, c'est bien, je suis content et je n'ai pas regrette d'avoir possédé ce livre. Merci. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Claudeson. Nous allons maintenant m'accorder la parole à Rosny Morancy. Rosny, comment est-ce? Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Alors, je n'ai pas beaucoup de mots à dire maintenant. Je veux simplement dire, je veux mon livre dans ma propre maison. Alors, aujourd'hui, je veux parler. Alors, cette réunion parlait beaucoup de moi. Alors, je veux mon livre maintenant. Please, s'il te plaît, faites-le. Merci. D'accord, merci beaucoup. C'est noté, nous, après, on dit, fait que aux jeunes, une fois que vous voyez, WhatsApp, là, pour nous, il fait 7h55. Nous restait 3 minutes pour que nous capables de nous passer ensemble encore. Si que il y a un monde qui voulait demander la parole, et on est capable de venir et puis tout, pour permettre capable de faire ça. Notre coach Pierre-Louis Vanessa, bonsoir. Comment est Vanessa? Bonsoir, coach Manoli. Bonsoir à tout le monde qui est là. C'est un plaisir pour moi. Jean que moi toujours dit, depuis ce côté livre de parler. Et depuis que de côté livre de rassembler, moi-même toujours là, prêt pour m'entendre. Et c'est ça qui fait valeur. C'est le monde qui connaît valeur, qui connaît importance, qui partage bonne opportunité ensemble avec vous. Donc, le livre, ça, c'est un livre que moi, je lis déjà. Et c'est un plaisir pour moi en soi, pour moi, étendre encore. Mais moi-même, moi, gagné, dans daily routine, moi, que moi, toujours, moi, j'ai une partie là-dedans, moi, je fais chaque matin. Et donc, ça que moi-même, moi, retenu là-dedans, c'est là que, on a dit que, quoi dans tête, ou son monde qui gagne bonheur, ou son monde qui croit dans le progrès. Donc, parler bonheur, parler progrès, parler prospérité, ou gagne pile motivation, continuer avec motivation qu'on gagne, faire travail là bien, ou avancer. Ou son monde qui gagne pile enthousiasme, continuer avec enthousiasme, ou son monde qui est formidable. Donc, livre ça, son livre, moi-même, d'accord, conseiller tout le monde en général qui a fait livre good, Lili, ok? Ou je ne partie là-dedans qui a motivé chaque matin, ça que moi-même, je fais déjà, et je vais retendre là encore, ok? Moi-même, je suis Lille, je vais attendre des versions audio. Donc, moi, merci, coach Manoli, pour l'énergie que vous avez poussé dans nous, et son bonne énergie que moi-même, je vais sur moi, juste dans le fond, que merci en pile. Merci en pile, coach Vanessa, il fait 57, nous pas prendre intervention encore. Merci à tous pour vos partages inspirants. C'est formidable de voir comment ce livre a déjà commencé à susciter des idées et des prises de conscience chez chacun de vous. Avant de nous quitter, je tiens à vous remercier à nouveau pour votre participation active et avec beaucoup d'enthousiasme. N'oubliez pas de nous contacter sur WhatsApp pour recevoir le lien vers le livre audio complet et continuer votre voyage vers une vie plus épanouissante. Je souhaite nous toutes, ok, pour nous continuer, ouais, grand, rêver grand, parce que pas gagner aucune limite à ça que nous sommes capables de réaliser. Ok? Merci tout le monde et m'a profité de l'occasion ça. Ok? Moi,